Qui veulent défricher des terrains inexplorés et les mettre en avant. De retrouver cette humanité commune qui nous unit, que ce soit d'un continent à l'autre, que ce soit au centre-ville de Sherbrooke. D'être ici. Écoutez, vous êtes courageux, hein, parce que je ne sais jamais ce qui va se passer dans mes conférences moi-même. Pour garder le beat, j'essaie de me surprendre moi-même. Alors, Andy va rester avec nous pour ma présentation. Je viens juste de lui annoncer. En fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apprendre à danser avec le chaos, d'essayer d'apprivoiser ce chaos qui est source de vie à travers des dates. On va explorer un certain nombre de dates. On a 1 heure, moi j'en ai prévu 7. On va voir combien on va se rendre. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est d'essayer d'avoir un peu de perspective sur les 18 dernières années, d'essayer d'identifier des moments chaotiques dans la société et quel écho ça a eu à l'intérieur de nous. Parce que le chaos, c'est une façon d'ouvrir, c'est une façon de faire vibrer votre note particulière. Hein? On reçoit tous des chocs de la vie, on est tous frappés par la vie, mais on n'émet pas tous la même note. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est-à-dire comment chacun de nous, on fait vibrer notre musique du chaos, ou comment on fait vibrer notre note singulière. Et je vais commencer par une citation de Christian Bobin, que peut-être vous connaissez, peut-être que vous connaissez, pour commencer. Christian Bobin, c'est un poète, justement, en parlant de voyage, j'étais au Creusot avant de venir ici, j'ai fait un tour en Italie, j'ai fait un tour en France, et je suis allé au Creusot, c'est un endroit nowhere en France, où vit Christian Bobin. Je suis allé là juste parce qu'il vivait là. Et donc, Christian Bobin, un grand poète, nous devons extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi, vers l'autre, là-bas, comme égaré dans le noir. Nous devons extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi, vers l'autre, là-bas, comme égaré dans le noir. Alors voilà comment j'avais envie d'ouvrir. Ça, c'était une première ouverture. L'autre ouverture, c'est de faire un exercice de chaos. Je ne suis pas très truc, moi je ne suis pas très un psy à truc, mais je vous propose qu'on essaie quelque chose ensemble pour commencer cette activité sur le chaos. On va essayer d'en créer un peu de chaos. Allez, Andy, on va essayer de créer un peu de chaos. On peut s'étirer un peu si on veut. Oh. Ça fait mal des fois, là. Ah, c'est bon. OK. Essentiellement, pour les Grecs, un des sens du mot chaos, c'est un bâillement, une ouverture. On peut supposer que quand la vie, elle s'emmerde, elle crée des bâillements chaotiques pour oxygéner le système. Alors, c'est une première entrée en matière. Donc, quand vous bâillez dans la vie, quand vous êtes dans un état de somnolence et que vous oxygénez votre système, vous ouvrez de l'espace. Et ça, c'est une première entrée
par rapport au chaos. C'est-à-dire le chaos, il crée de l'espace, le chaos ouvre de l'espace. Et donc, d'être curieux des moments de vie où il y a eu des ouvertures que vous n'avez peut-être pas nécessairement voulu, mais qui vous a donné plus d'espace, qui vous a donné plus de temps et qui vous a donné des nouvelles opportunités. Et donc, on va explorer, tant personnellement que collectivement, ces événements chaotiques, ces bâillements chaotiques qui vous ont réveillé. Moi, mon premier livre que j'ai écrit, c'est « Les hasards nécessaires ». Les hasards sont nécessaires à quoi? Les hasards sont nécessaires à remettre de la vie dans votre vie quand vous êtes endormi. Hein? Parce que tout au long de notre vie, on essaie de se développer, on essaie de créer, on a des désirs de se dépasser. Mais en même temps, on a aussi des désirs de se protéger. Et c'est, je dirais, la grande force d'opposition de la psyché. On veut se développer, on veut de la nouveauté, on veut des surprises, mais on ne veut pas de problème. C'est quoi la différence entre une surprise et un problème? C'est juste qu'on ne l'a pas désiré. C'est juste qu'on ne l'a pas désiré. C'est la différence entre une surprise et un problème, c'est juste notre niveau de désir. Parce qu'on veut protéger. On veut de la nouveauté, mais en même temps, on veut protéger l'ancien. Eh bien, ça, c'est ça, la danse du chaos. On a du désir pour se développer, créer. On est dans un environnement créatif. On veut de la nouveauté. Et en même temps, on protège. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Donc, continuellement dans la psyché, il y a cette danse entre l'ouverture à la nouveauté et le désir de protéger. Moi, je le vois régulièrement en pratique privée. Moi, je suis psychologue et les gens qui viennent me voir, ils veulent le changement, mais en même temps, ils veulent garder ce qu'ils connaissent. Alors, on essaie de danser, parce que la plupart du temps, ils veulent le changement, mais voilà, ils ne veulent pas le changement que la vie leur propose, parce que la vie ajoute de la musique. Hein, la vie, elle lance ses notes, et puis hein, on peut refuser ou on peut embrasser. Eh bien, ça m'a conduit à créer un terme. Moi, j'aime beaucoup inventer des mots. J'ai inventé le terme « inattendre ». Qu'est-ce que c'est « inattendre » ? C'est être tendre avec l'inattendu. C'est tout simplement être tendre avec l'inattendu, être curieux de l'inattendu. Donc, le terme « inattendre ». Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, je m'en vais dans ma conférence avec un certain nombre de points, mais aussi, j'espère qu'on va avoir une conversation, parce que moi, je n'aime pas donner des conférences. Ça, pour moi, c'est plus des conversations. Donc, on va interagir. Donc, si jamais il y a des idées folles qui vous viennent pendant que je parle, des notes folles qui vous viennent, n'importe quoi, hein, on entre dans un espace. Et là, je vais demander, dans un premier temps, à Andy, d'essayer de nous remettre dans l'ambiance d'une date assez particulière, il y a 18 ans. Tu avais 13 ans. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, Andy, vous savez, c'est quoi la superposition musicale? Hein? Il y a une certaine note à 13 ans, et là, je ne te demanderai pas ton âge, mais là, tu vas pouvoir jouer sur 2 niveaux, à 13 ans et aujourd'hui. Le 1er janvier 2000. Ça monte, ça descend. Oh, qu'est-ce que... Oh. On monte, on descend. On monte, on descend. Ah ouais? Bon. On va te donner de l'émotion. Hein? On va te donner de l'émotion. On va y revenir à quoi? C'est quoi le rôle de l'émotion par rapport au chaos? Mais quelle était l'émotion qu'on vivait le 1er janvier 2000? Je vais juste prendre de l'eau un peu. La fin du monde est proche. C'est tout ça? Vous rappelez-vous? On va être capable de survivre à 2000? L'ordinateur? Ah, l'ordinateur. Qu'est-ce qui nous faisait peur dans l'ordinateur le 1er janvier 2000? On avait peur qu'il plante. Hey! Effectivement, on avait peur qu'il plante. Pourquoi on avait autant peur que nos ordinateurs plantent? Vous rappelez-vous quand vous aviez un Commodore 64? T'en as-tu un, toi, Andy? Moi, le Commodore 64, j'avais pas peur qu'il plante. C'était plate, là. Je jouais à un jeu, mais c'était pas... Mais j'avais pas une angoisse. Qu'est-ce qui a construit la peur ou l'angoisse de l'an 2000 autour de nos ordinateurs? La date. Hein, la date. C'est quoi? Ben, je dis la date, mais c'était quoi qu'il y avait dans la date?
Qu'est-ce qu'il y avait dans la date? Le zéro! J'ai peur du zéro. Quand on descend en dessous, quand on descend ou quand on va au-dessus, quand on explore à différents niveaux, effectivement, la grande angoisse du 1er janvier 2000, c'est qu'on avait peur du zéro. On avait peur qu'il se passe quelque chose. Et en même temps, on avait envie qu'il se passe quelque chose. Hein, je ne sais pas, hein, on avait envie, puis tu sais, la fin du monde, là, on la désire tous quelque part, bien inconsciemment, parce qu'on aime ça, le renouveau. Non, mais jamais, écoutez, jamais on le dirait. Moi, je suis en train de travailler sur un livre sur le désir actuellement, je vais vous en laisser aller quelques-uns. Mais écoutez, dans l'inconscient, on a des désirs de fin du monde en même temps on a des désirs de renouveau. Hein, la fin du monde est une façon de faire du renouveau. Fait qu'effectivement, 1er janvier 2000, on avait une angoisse terrible autour de nos ordinateurs. Pourquoi? Parce qu'on a donné notre pouvoir aux machines. Et on pourrait dire que le 1er janvier, dans notre histoire collective, c'est le moment où on a pris conscience à quel point on donnait notre pouvoir aux machines, à quel point on donnait notre pouvoir et surtout à quel point on donnait notre temps aux machines. Parce que c'est pas pour rien qu'on avait peur de la date. Parce qu'on avait l'impression que ceux qui contrôlaient notre temps, c'était ceux qui avaient les ordinateurs. Et ça en tout cas, moi, ça me conduit à m'intéresser au rapport au temps. Le temps, à qui vous le donnez? En ce moment, à qui vous donnez votre temps? Pardon? C'est un employeur, hein? C'est ça, un employeur, et emploie-votre-heure, c'est ça. Fait que vous donnez votre temps à un employeur. Vous n'avez pas de danger qui bug, votre employeur? Non, OK. Mais on n'a pas toujours conscience à qui on donne notre temps. Eh bien, le 1er janvier 2000, on a pris conscience du chaos qu'il pouvait y avoir si on donne trop de pouvoir aux machines. Et ça a été un élément, pour moi, qui était marquant, très important. Moi, j'étais au sommet de la pyramide de Mykérinos en Égypte. J'avais décidé d'aller là. C'est un spectacle de Jean-Michel Jarre. Plus qu'un Jean-Michel Jarre, mais il fait de la musique électronique. Un spectacle génial. Puis à la pause du spectacle, je suis monté sur la pyramide de Mykérinos en se disant, ça va être la fin du monde? Au moins, si c'est la fin du monde, on m'a ramené un bon souvenir. Vous imaginez, 1er janvier 2000, c'est une pyramide, on était 8 à méditer. Mais essentiellement, c'est un problème par rapport au temps. C'est-à-dire, c'est un questionnement sur le rapport au temps. Et par rapport au chaos, par rapport au temps, si vous voulez prendre conscience du chaos dans votre vie par rapport au temps, demandez-vous à qui vous donnez votre temps, vous allez voir votre source de chaos temporel. À qui vous donnez votre temps? Si vous donnez votre temps à un iPhone, le iPhone, il est toujours là en train de vous dire, est-ce que vous êtes à jour aujourd'hui? Peut-être que vous êtes dépassé. Peut-être que vous êtes passé date. On n'est pas juste esclave de la machine, on est esclave du temps qu'on donne à la machine. C'est ce petit step-là que je vous propose de revenir. Demandez-vous à qui vous donnez votre temps, vous allez identifier une des sources de chaos importantes dans votre vie. Et ce qui est paradoxal avec le fameux bug de l'an 2000, c'est que le vrai bug de l'an 2000, il y a eu lieu. C'est la mise à jour continuelle. On est toujours en train de se mettre à jour. Allez faire un tour dans les librairies, là. Maîtrisez votre inconscient, maîtrisez vos relations, contrôlez vos émotions. On est dans un environnement teinté par le bug de l'an 2000 de façon très inconsciente où on doit toujours se mettre à jour. On a l'impression qu'on est toujours passé date. Eh bien ça, il y a de ça qui est arrivé avec le 1er janvier. Donc il y a ça a modifié notre rapport au temps. On a pris conscience qu'on donnait beaucoup de temps à nos machines. Et aussi, on a pris conscience qu'à partir de l'an 2000, on s'est mis à avoir peur du futur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, avant, quand j'avais mon Commodore 64, moi, je rêvais de l'avenir. Je rêvais au futur. J'avais des rêves pour l'an 2000. Puis là, à partir de l'an 2000, quand j'ai redescendu de la pyramide, on s'est mis à avoir peur. Eh bien, c'est quoi la peur? Puis quel est le rapport à la peur avec le temps? La peur nous informe d'un désir de protection. Tout autant que la force de désir, c'est un désir d'accélération, je rêve du futur, j'aimerais ça que l'avenir soit beau, la peur m'informe que je désire protéger ce que je connais. Eh bien, moi, c'est ce que j'observe depuis l'an 2000, c'est qu'on est beaucoup plus à vouloir protéger le passé qu'à être curieux de l'avenir. Et puis ça a des données, c'est-à-dire il y a des données, il y a des recherches empiriques là-dessus. J'étais récemment à Nice sur un congrès sur le temps. Et on réfléchissait ensemble sur la notion de temps. Je ne sais pas si vous connaissez Carlo Rovelli,
Carlo Rovelli écrit un livre qui s'appelle « L'ordre du temps ». Eh bien, dans son livre, il fait un rapport entre le temps et la température. C'est-à-dire une façon de mesurer le temps, c'est que le passé, il est toujours plus chaud que le futur. L'univers a commencé plus chaud, puis il s'en va dans du plus fret. Ce qui fait que nous, on a enregistré ça. En ce moment, vous m'écoutez. Êtes-vous en train de réchauffer ce que vous savez ou vous êtes curieux du petit vent que j'essaie d'emmener de nouveau? On est continuellement en train d'investir de l'énergie, soit qu'on réchauffe le passé ou qu'on accepte que le futur, qui soit un peu plus froid, qui vienne nous déranger un peu. Eh bien, c'est ça aussi qu'on a appris. C'est-à-dire que dans nos vies, est-ce qu'on passe beaucoup de temps à réchauffer ce qu'on connaît, protéger ce qu'on connaît, ou à être curieux du chaos qui ouvre ses fenêtres de vent frais? Vous savez, les gens qui sont frileux, l'expression, on le dit, sont frileux du futur ou sont frileux, ça le dit, c'est-à-dire on n'aime pas avoir froid. Mais c'est peut-être par le froid que le changement arrive. Et ça, les Amérindiens le savent. Les Amérindiens parlent du Nord comme étant une zone où, la zone de la rêverie. Le froid, le Nord qui nous permet de rêver à l'avenir. Alors voilà pour le 1er janvier 2000. Tranquillement, on va entrer dans une autre date. Et on l'entend venir, là. On la sent venir, la date. Andy nous prépare cette date. Le 11 septembre 2001. Qu'est-ce que nous avons éprouvé le 11 septembre 2001? Qu'est-ce que vous avez éprouvé le 11 septembre 2001? D'ailleurs, vous souvenez-vous où vous étiez? Comment ça qu'on se souvient autant du lieu où on était dans des événements comme ça? Pardon? Il y a quelque chose de traumatique là-dedans, effectivement. Il y a quelque chose de rassembleur. Et en même temps de rassembleur. C'est le paradoxe du chaos. La peur de quoi? La peur de l'inconnu, qui était symbolisée par quoi? Par l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais autour du 11 septembre, il est arrivé sur nos écrans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui nous a tellement fait de bien. Parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir des films, beaucoup des contes, des histoires, pour nous réchauffer le cœur. Et donc, soyez curieux. Quand arrive un événement majeur comme ça, regardez qu'est-ce qui sort sur les écrans. Et très souvent, ça a un effet apaisant. Donc, en même temps qu'il y avait le chaos, il y avait aussi Amélie Poulain qui sortait sur nos écrans. Wow! Ça vaut la peine d'intégrer l'autre, hein? Merci, Andy. L'autre, c'est essentiellement cet enjeu qui était symbolisé par le 11 septembre. L'autre qui vient foutre le bordel dans quoi? Dans nos tours du commerce, dans notre commerce. Et qui peut-être nous informe dans nos relations, est-ce qu'on est toujours en train d'avoir du commerce? Est-ce qu'on est toujours en train de commercer quand on est en relation? Est-ce qu'on a perdu le sacré? Donc, tout autant que c'est du chaos, puis effectivement, on ne veut pas ce chaos-là, tout événement chaotique a une occasion, une opportunité. Dans ce cas-ci, nous faire prendre conscience de notre rapport à l'autre. Moi, c'est aussi à cette période-là que j'ai sorti Les hasards nécessaires. Ça a été mon best-seller. J'ai eu la chance à ce moment-là, justement, dans le timing du chaos du 11 septembre, je parlais des synchronicités dans le rapport à l'autre. Moi, ça a toujours été une passion pour moi. Qu'est-ce qui fait qu'on rencontre à tel moment de notre vie? Puis, donc, le chaos du rapport à l'autre. Moi, j'ai publié Les hasards nécessaires dans cette période-là. Puis, j'ai eu la chance d'être dans le bon timing. Ça a été mon seul grand succès, finalement. J'en ai écrit 6 autres après. Puis... Mais la question du rapport à l'autre me fascine. Le rapport à l'autre comme personne, mais le rapport à l'autre comme l'événement froid que je dois accueillir dans mon cœur pour que la nouveauté puisse arriver. Et pas continuellement être en train de réchauffer
ce que je connais du monde chez l'autre. Et ça nous amène, parce que je pense qu'il est plus tard que tantôt, là. Hein? Il est quelle heure, là? 8h30, il me reste une demi-heure. On est rendu à moitié, OK. L'autre événement, dans la continuité du rapport à l'autre, le 4 février 2004. Le 4 février 2004. Tu réchauffes trop le passé, là. Mais demande-toi quel âge tu avais, mais quel âge tu as en même temps. Tu superposes les deux. Laisse aller ton imagination. Qu'est-ce qu'il y avait le 4 février 2004? Écoutez, si quelqu'un arrive à trouver la date, c'est-à-dire si quelqu'un arrive à trouver c'est quoi qui est arrivé, j'offre un cadeau. OK, oui, ça serait une bonne raison pour offrir un cadeau, mais pas assez. Moi, j'ai fait ça. J'ai commencé à faire ça le 4 février 2004. C'est une carte qui illustre le pays des relations. Avec le grand océan de rencontre. Le 4 février 2004, le niveau d'océan de rencontre sur la Terre a monté significativement. Aha! Voilà. Donc, je vais vous l'offrir, Facebook. Voilà. Donc, Facebook est arrivé avec cet océan de rencontre merveilleux, génial. Hein? Donc, mais l'océan de rencontre, c'est pas tout. Hein? Ça, c'est le grand océan de rencontre. La plupart du temps, on est dans les terres du célibat. Et c'est confortable, les terres du célibat. Fais de la pêche. Mais écoute, moi, c'est vraiment... Non, écoute, on a du fun, c'est les terres du célibat. Hein? C'est le célibat terre aussi. Fait qu'on est bien ici. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive dans notre champ de gravité, puis qui vient, oh, c'est qui ça? Le phare de la synchronicité. Une rencontre, on est là, ah, qu'est-ce que c'est ça? On tombe en amour. On a beau essayer de tout contrôler, on tombe. On était quelque part, puis là, on tombe en amour. Fait que là, il y a de la gravité dans notre vie. Et là, la gravité fait germer. L'amour naissant, ça active un volcan ici, c'est un volcan de dopamine. Le volcan de dopamine, là, la dopamine, t'es là, puis là, tu tripes, puis là, tu crées, puis là, t'es plus toi, puis là, l'autre est donc beau, puis là, tout est beau, puis là, t'as envie de créer. C'est un des signes, ça, que t'es en amour, tu veux créer. On est dans le Creative Morning, ici. Quand tu veux créer le monde, réinventer le monde, très bonne chance que t'es ici. Et ça, il y a un auteur génial qui s'appelle Francisco Alberoni, qui a écrit Le Choc amoureux. Je ne sais pas si vous connaissez Francisco Alberoni, Le Choc amoureux. Lui, pour lui, quand on tombe en amour, c'est parce qu'on est en révolution politique. C'est une révolution politique, mais à deux. Hein? C'est une petite révolution politique à deux. Et après ça vient le défi de l'institutionnalisation, et la vallée du quotidien. La vallée du quotidien. Oh, oh. Oh, la vallée du quotidien. Et là, le désert de l'ennui, t'as reçu, hein? Une chance qu'à proximité, c'est-à-dire dans une banlieue lointaine, il y a l'île de la Dépendance. Et l'île de la Dépendance, si jamais vous voulez un forfait tout inclus, l'île de la Dépendance, plaisir sur le champ. C'est la capitale. T'arrives là, toute clé en main, tu tripes, là. Ça, c'est la dépendance, le plaisir sur le champ, là, ton émotivité est à fleur de peau, puis là, tu as toute l'intensité que tu avais ici, mais clé en main. Et grâce à Facebook ou grâce aux médias sociaux, il y a l'abysse des amours impossibles aussi qui arrive. L'abysse des amours impossibles, parce que là, on rencontre des gens partout, hein, puis là, on se dit, ah, il est donc beau, il est donc bien, il est donc fin. Mais une chance, il est loin. Une chance, il est loin. Fait que comme ça, j'aurais pas besoin trop de refroidir mon futur, je vais pouvoir réchauffer mon passé avec. Les tricksters, on va en parler tantôt des tricksters. Les tricksters, c'est des gens qui arrivent dans votre relation puis qui viennent foutre le bordel puis qui repartent après. Désolé. Écoute, on fait tous ça.
L'île de l'amour idéal. Là, on idéalise l'autre, hein, puis là, on a des émotions fortes. Les vaisseaux fantômes des ex. Les ex. Hein? Les ex. Sont-tu vraiment... Mais, si on veut rester dans une exploration de l'autre, parce qu'on est dans l'autre, on va essayer d'emprunter le sentier du jeu. Puis là, le sentier du jeu, il va nous conduire dans la reconnaissance. La reconnaissance, c'est qu'on essaie de reconnaître l'autre. On essaie de le reconnaître. On l'a déjà connu une fois, on essaie de le reconnaître. Et ça, c'est tough, parce que la plupart du temps, c'est « Hey, t'étais pas de même au début? » Et là, c'est les jeux de pouvoir. La jungle des jeux de pouvoir, les samedis soirs, c'est un lieu de prédilection pour les couples. Même moi, tout le monde, on fréquente ça, où on veut avoir raison. On veut avoir raison, mais essentiellement, on se bat pour la terre de la reconnaissance. Et on essaie d'avancer dans l'ère du respect. Le respect, on essaie de prendre l'autre tel qu'il est dans la mesure du possible. On essaie d'épouser son chaos. Mais c'est une belle théorie, le chaos, mais hein, on essaie d'épouser le chaos de l'autre, puis on rencontre notre chaos à nous, avec notre chaos émotionnel. Et là, c'est là que l'enjeu émotionnel arrive. On parlait du chaos émotionnel. Quand j'entre en relation, ça réveille du chaos émotionnel. Mais l'émotion, à quoi elle sert l'émotion? L'émotion, elle vous donne de l'information sur l'état de vos besoins. C'est le CNN de l'inconscient, les émotions. Ça vous donne de l'information sur que mon besoin est satisfait ou pas. Et il y a certaines personnes qui vont être tentées d'avoir des émotions très, très fortes puis pas regarder le besoin en dessous. Si, par exemple, moi, j'ai été abandonné dans mon enfance, puis je retombe avec des gens qui me font sentir abandonné, c'est de l'émotion forte, ça. Puis je vais vouloir en avoir de l'émotion forte. Donc, il y a des très bonnes chances que je me mette dans des relations qui vont me faire vivre des émotions fortes. Mais pas nécessairement parce que je veux changer, parce que je veux réchauffer le passé. C'est un grand détail. Mais, bref, l'émotion comme étant de l'information. C'est comme si l'espace-temps est un tissu qui vibre, puis à un moment donné, c'est à nous de décoder ces émotions-là pour aller nommer les besoins, pour arriver, donc, à ère du respect, pleine de confiance, le parlement des besoins, pour qu'il y ait une démocratie dans la mesure du possible dans le couple. C'est là qu'elle commence, hein, ces temps-ci, c'est les élections. Mais la démocratie, ça commence dans le cœur, ça commence ici, ça commence dans la relation, pour arriver dans un monde des buts communs. Puis j'ai appelé ça, le monde des buts communs, mais c'est une terra incognita. Terra incognita, vous savez, sur les anciennes cartes, on arrivait à terra incognita, on ne sait pas c'est où. Parce que j'aime ça donner des jeux, mais je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi l'amour durable. Je veux juste vous dire que c'est une terra incognita. Il y en a qui disent que ça n'existe pas, il y a des monstres, on ne va pas là, tu vas perdre ton temps. Mais moi, j'en ai fait une quête. Donc, la quête de l'amour durable. Alors voilà pour le 4 février. Et ça, c'est inclus dans un livre. Je ne suis pas très marketing, mais si ça vous intéresse, je l'ai sur une petite clé USB, cette carte, avec le livre, parce que c'est un livre qui s'appelle L'Aventure amoureuse. Et le livre, je l'ai en clé USB. J'ai 4 livres ici. Donc, si jamais ça vous intéresse, venez me voir après. C'est une façon d'avoir la carte, mais vous avez... c'est des exemplaires très uniques. Donc voilà. L'autre date, il faut que je me surveille, il faut que je regarde. 14 septembre 2008. 14 septembre 2008. Ça va-tu si je parle sans micro? Non, oui? OK. 14 septembre 2008. 14 septembre 2008. Ah là. Il est bright en tabarnak. Non, excuse-moi, là, mais... Il est fort. Moi, j'ai publié « Danser avec le chaos ». Fait que là, ça, c'est le pic, là. C'est le pic durant... Bon. OK, mais c'était pas juste ça. Qu'est-ce qui est arrivé à nos marchés le 14? Le crash. Moi, j'étais à Istanbul, puis je checkais mes affaires descendre. En tout cas, on a tous vécu une descente, en tout cas, à différents niveaux. Mais ce qui est intéressant, une descente de beat. Donc, on était dans du grave, là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'est-ce qu'il y avait sur nos écrans. Qu'est-ce qu'il y avait sur nos écrans en 2008? Dark Knight. Dark Knight, qui est un des meilleurs films de la décennie de 0 à 2010. De quoi parle Dark Knight? Du trickster. On y arrive à l'archétype du trickster.
Dark Knight, c'est un personnage qui arrive dans la vie de Batman pour lui dire « T'es sûr que ta vie n'est pas trop organisée, toi? Moi, te foutre le bordel dans Gotham City, toi, puis tu vas devoir te démerder avec ça. » Puis ce qui est particulier avec la figure du trickster, c'est une figure universelle du chaos dans les sociétés. Les Amérindiens parlent du coyote, le corbeau. Il y a plusieurs images qui montrent cette figure du chaos qui arrive dans une société pour foutre le bordel, puis après ça, qui repart. Et donc, on appelle ça l'archétype du trickster. J'ai détaillé ça dans le livre « Danser avec le chaos ». Ce qui est intéressant, puis ce qui est amusant de regarder quand on a des archétypes comme ça, c'est de voir autour de quoi ces archétypes vibrent. Un archétype, c'est quoi? C'est une idée universelle qui prend le costume d'une société à un certain moment donné. C'est comme si en dedans de nous, on avait tous des points d'attraction, puis à un moment donné, hop, ça pop. Et donc, le trickster, c'en est une. Et le trickster est rattaché à une énergie très particulière qui est l'énergie de Hermès, le dieu des communications, le dieu des frontières. Hermès, c'est un enfant aussi. C'est un enfant qui est souvent représenté comme un enfant qui joue. Et Hermès, le mot Hermès veut dire un tas de pierres, et les Grecs mettaient des tas de pierres aux frontières des villages pour dire que c'est là qu'on fait le commerce. On a gardé ça avec les douanes, maintenant. On a gardé cet esprit d'Hermès, c'est le dieu des frontières, le dieu du commerce, le dieu de la communication et le dieu des voleurs. Et le dieu aussi des menteurs. Et j'accélère pour l'autre date, le 8 novembre 2016. 8 novembre 2016. C'est pas lui. Pardon? C'est pas l'attentat. Non, celui-là, je l'ai passé parce que volontairement, je l'ai passé. Mais il était dans mes dates. Merci de l'avoir soulevé, il était dans mes dates. Mais c'est pas, je vais accélérer. 8 novembre 2016. Les élections. D'un côté, aux États-Unis, on a élu le trickster le plus sombre, le plus chaotique, le plus épeurant. Mais prenons le temps de regarder c'est quoi sa job aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aime faire avec Trump? On aime ça rire de lui, on aime ça l'haïr. Ah, ça fait-tu du bien d'haïr quelqu'un comme ça? Vous savez, la haine, d'où vient la haine, hein? La haine, c'est un chagrin qui s'est infecté. La haine, c'est un chagrin qui s'est infecté. Alors, on était très blessés par cette élection-là, même nous ici. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher? Qu'est-ce qu'il arrive à faire avec l'instrument de musique qu'on appelle les médias sociaux? Il est capable de peser sur un bouton puis de faire vibrer toute la toile. Il y a juste à peser sur un bouton puis toute la toile vibre. C'est fort. Puis ça, écoutez, ça fait partie d'un livre, je l'ai emmené ici, Le Petit Dictateur. C'est les bons dictateurs, quand tu fais bien sa job, là, ils arrivent à bien faire peur, mais ils arrivent surtout à profiter d'une nouvelle technologie pour imposer son pouvoir. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, là, il s'est servi des trains, de la télévision, de la radio pour passer son message. S'il n'y avait pas eu ces nouveaux moyens-là, son message ne passait pas. Donc, il y a une germe à la fois de trickster et de dictateur chez Trump, mais il réveille quelque chose en dedans de nous, parce que pour moi, des personnes comme ça fait juste réveiller le dictateur qu'il y a à l'intérieur de nous. Où justement, on cède à la peur. Une façon de définir un dictateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a tellement peur de sa peur qu'il a besoin des autres pour la porter. C'est comme ça que je définis un dictateur. C'est quelqu'un qui a tellement peur de sa peur, puis là, ici, on est là, puis on est en contact avec nous, en tout cas, on essaie de... Là, j'ai un petit peu moins peur qu'au début, mais j'avais très peur au début, je ne vous connais pas. Mais je suis intime avec ma peur, je suis intime avec moi. Si je ne suis pas intime avec ma peur, si je ne suis pas intime avec mes désirs, moi, me pogner n'importe qui comme ça, puis moi, il faire porter ma peur, je vais lui faire porter mes désirs, je vais lui faire porter mon chaos. Et donc, Donald Trump, il est riche d'enseignements, même s'il nous fout le bordel, il nous fout dans le chaos. Mais revenons sur les émotions. Il est encore plus tard que tantôt. Il était quand? OK. D'ailleurs, un dictateur, ça dicte l'heure. C'est un sadictateur.
Qu'est-ce qu'on ressent en présence de Trump? C'est quoi les émotions qu'on vit? On a parlé de haine, on a parlé de peur. De quoi? Du dégoût. Du mépris. Ça pue. Hein? Quoi les autres émotions qu'on vit? Frustration de quel besoin? La frustration de l'ordre. On désire de l'ordre, puis lui, il vient nous voler notre ordre. Il vient nous donner des ordres, puis il nous vole notre ordre. C'est pour ça que ça, c'est un élément aussi très concret. Là. J'essaie de vous donner des trucs pratico-pratiques. Quand je vis une frustration, essayez de voir où est votre masse de référence. C'est-à-dire où est votre besoin, puis à qui vous attachez ça. Donc, moi, j'ai un besoin d'ordre, puis je me pogne la masse de Donald Trump pour me montrer que mon besoin d'ordre est frustré. Donc, Donald Trump, c'est un peu comme un trou noir. Hein, son nombril, c'est comme un trou noir, puis il attire tout ça. Fait que quand on est frustré par rapport à lui, on fait juste gratter la mousse de nombril, puis on trouve des besoins comme ça, le besoin d'ordre. Eh bien, si Donald Trump, avec sa mousse de nombril, réveille notre besoin d'ordre, peut-être qu'il nous fait prendre conscience d'un désir d'ordre démocratique, un désir d'ordre plus grand que nous. Peut-être que des gens comme ça nous aident à faire prendre conscience du désir qu'on a ensemble pour l'environnement. Peut-être. C'est pour ça que quand on dit frustration, frustration par rapport à quel besoin? Besoin d'ordre. Frustration par rapport à quel autre besoin? Comment il vient foutre le bordel dans nos besoins? Besoin de paix. La paix, elle n'a jamais autant d'importance que quand elle est menacée. C'est plate. La liberté, c'est la même chose. Il y a une autre... Il vient frustrer notre besoin de sécurité. Hein? Puis c'est paradoxal parce que lui, il veut faire des frontières partout. Donc, il veut faire des murs. Mais bien, on revient au trickster. Hein? Le trickster, c'est les frontières. Il essaie peut-être de nous faire passer ailleurs. En tout cas, mais effectivement, le besoin de sécurité est frustré, mais en même temps que le besoin de sécurité est frustré, il est en train de nous apprendre à danser avec le chaos aussi. C'est-à-dire la sécurité, ça ne vient pas juste de Trump. Ce n'est pas juste lui qui a le pouvoir de mon besoin de sécurité. Comment moi je travaille à mon besoin de sécurité aujourd'hui, en ce moment-là? Comment je travaille à mon besoin de sécurité? Comment je travaille mon environnement émotionnel? Comment je pollue mon... Parce que le premier niveau de pollution, c'est de l'environnement émotionnel. C'est-à-dire on lance des émotions partout. On parle des bouteilles vides, mais on lance des émotions partout. Donc, il nous invite à faire aussi un retour sur nos propres émotions. Il réveille tout ça. Il réveille la marde, finalement. Il réveille la marde. Bon, OK. Mais moi, je veux pas rester sur Trump. Je veux revenir sur la dernière date, qui est... On est quelle date aujourd'hui? 21. On est l'automne. On est le jour de la paix. Ah! Eh bien, c'est mon point d'arrivée, aujourd'hui, en ce moment. Et aujourd'hui, on est réunis, on est comme une petite famille. Je pense que c'est important de s'arrêter, comme on fait en ce moment, pour prendre conscience de nos désirs, puis de prendre conscience quand dans nous, il y a des désirs de chaos. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper. Il y a en dedans de nous du chaos. Hein? Je reviens à la citation de Bobin. Nous devons extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi, vers l'autre, là-bas, comme égaré dans le noir. Et c'est dans cette perspective que j'ai envie de terminer l'intervention, mais en même temps d'ouvrir une conversation avec vous. Moi, je suis en train d'écrire actuellement sur les enfants du futur, parce que je considère que c'est les enfants qu'on néglige le plus, les enfants du futur.
Il y a toutes sortes de raisons inconscientes que je ne détaillerai pas ici. Pourquoi on ne s'intéresse pas plus à nos enfants du futur? Pourquoi on s'intéresse plus aux enfants, nos enfants bien sûr, mais qu'est-ce qui fait que dans la psyché, on ne s'intéresse pas plus à nos enfants du futur? Moi, c'est une question qui me dépasse, qui me traverse. Et c'est dans cet élan que j'ai envie de terminer la conférence aujourd'hui. Quel serait un désir que vous aimeriez exprimer à un enfant de 2050? Désolé. OK. Reconnaître, je suis désolé. Je suis désolé. OK. Autre chose que vous aimeriez dire à un enfant de 2050? De suivre son intuition. Suis ton intuition. C'est intéressant, ça. Parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi l'intuition. Jung, il y a une belle définition. Carl Gustav Jung, il y a une belle définition de l'intuition. Jung va dire que l'intuition, c'est la capacité de voir avant la courbe. La capacité de voir avant les choses. Et pour certains Amérindiens, il n'y a pas seulement que nos ancêtres du passé dont on doit s'occuper, mais on doit être curieux des ancêtres du futur aussi, qui peut-être nous laissent des petites perles, des petites intuitions dans nos vies. Alors, c'est pour ça que je rebondis sur votre élan d'intuition. Je suis en train d'écrire là-dessus, sur la possibilité que peut-être dans le futur, des enfants nous laissent des petites pierres, des petites intuitions qui nous informent de ce qu'on doit faire pour les faire vivre. Alors, merci. Puis merci aussi parce que ça prend d'abord, je suis désolé, d'abord ça. De la même façon qu'avec les Premières Nations, on doit d'abord reconnaître qu'on était impitoyable avec eux, on était très, très sauvage avec eux. De la même façon qu'on doit prendre conscience qu'on ne doit pas être aussi sauvage avec les enfants du futur qui sont nos Premières Nations du futur. Donc voilà, l'intuition. Suis ton intuition. Merci. D'autres désirs que vous aimeriez lancer à un enfant de 2050? Pardon? Rêve. Et peut-être que si tu rêves, moi, je vais entendre tes rêves. Parce que moi, j'aime ça. Je sais même pas, c'est un essai actuellement, ça va peut-être aller sur une histoire. Mais j'aime imaginer que les enfants du futur font leur liste de Noël. Puis c'est nous, le Père Noël. Et que peut-être qu'on est capable de décoder leur rêve. En tout cas, bref, rêve. Super. Vous vouliez? Aie confiance. Aie confiance. Respire. Respire. Pardonne. Parce que si tu restes avec un chagrin, le chagrin, ça s'infecte en haine. Une haine, c'est un chagrin qui s'est infecté. Pardonne. Aime. Même si tu ne sais pas c'est quoi, c'est pas c'est où, c'est aime. Vis. Jouer! J'en ai pas parlé ici. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout se joue avant 100 ans ». Ça n'a rien à voir avec le 6 ans. Là. C'est si ensemble, on ne joue pas dans 100 ans, on va jouer. C'est les termites qui vont jouer avec nos iPhones. Joue! Joue! Connecte-toi en réalité, pas juste en virtuel. Et vous le voyez venir, le 2050, hein? Avez-vous vu le film Player One, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg? J'ai fait une conférence entière sur ce film-là, sur Player One. C'est un guide d'évolution vers le futur. Fait effectivement, connecte-toi à la réalité, c'est un des messages essentiels du film Player One de Steven Spielberg. Allez voir ce film avec vos enfants. Moi, je le travaille en thérapie avec des jeunes, ce film-là. C'est un film qui est remarquable pour à la fois voir la fascination qu'on a pour migrer dans le nouveau monde virtuel et en même temps le désir de s'incarner dans la réalité. Parce que c'est dans la réalité qu'on peut manger un steak. En tout cas, je ne sais pas si en 2050, on va manger des steaks sur Internet. Mais, fait que, la réalité. Concentre-toi sur la réalité. Vis la réalité. Super. D'autres messages pour les enfants de 2050 avant de terminer? Oui? Ça me fait penser à vivre ta propre réalité, parce que des fois, on a l'impression qu'il y a seulement une réalité, c'est celle-là qu'on peut vivre, mais on la voit très différente. Ça, c'est extrêmement précieux. Vis ta propre réalité, même si elle a de l'air sale aux yeux des autres. Je rajoute un peu ce que vous dites. Parce que moi, comme clinicien, c'est ce que je vois. Les gens ont honte d'être eux-mêmes.
c'est comme si, puis il y a un grand paradoxe dans l'identité, c'est-à-dire, moi, comme identité, je vais être moi-même, je vais avoir mon identité propre, et en même temps, j'ai besoin du groupe pour être accepté. Comment je compose avec cette danse-là? Eh bien, effectivement, d'encourager ton unicité, ce qui est propre à toi, tes émotions à toi. Sois curieux de tes émotions à toi. Tout ça va effectivement dans le sens de ce que vous dites, c'est fondamental. Puis ça va dans le sens de ce que Bobin dit aussi. Tu vas émettre une lumière, tu vas émettre une musique qui est propre à toi. Aie pas honte de cette musique-là. Fait que, tout à fait. Ça, c'est fondamental. On doit encourager les jeunes à être singuliers, tout en les aidant à composer avec la gang. Hein? Puis, vous pouvez les encourager à jouer sur Facebook. Moi, j'ai réussi, je me suis inventé un jeu sur Facebook, c'est avoir le moins de likes possible. Je gagne. Je gagne parce que j'écris des affaires que personne ne comprend. Mais en tout cas, ça pour dire que... Sois unique. Sois unique. Exactement. Oui? Il faut, il doit. Tout à fait. C'est qui ça, il? Hein? Voilà. Hein? Est-ce que c'est vers ça que vous voulez aller? Qui est bien difficile à entendre, hein? Parce qu'on est dans un « il faut ». Le il faut, là, il est très, très fort. Fait que tout à fait. Et ça, c'est un truc très concret. Dans votre vie, quand le « il faut » part, demandez-vous d'abord c'est qui ça, « il ». Puis, il faut quoi? C'est quoi le désir en dessous? Parce que ça, c'est quelque chose que j'observe, c'est pourquoi je m'intéresse au désir aussi, c'est ça, c'est qu'on n'est plus souverain de nos désirs. On est dans un mimétisme du désir, et ça, il y a des théoriciens qui l'ont développé. René Girard, si ça vous intéresse, René Girard, il a écrit sur le désir mimétique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de facilité à mimer le désir des autres qu'assumer ses propres désirs, son « je désire ». Ce qui fait que le « il faut », il est très facile. Ah, il faut que j'aille un iPhone, il faut que j'aille ici, il faut... Mais ça, c'est l'effet de masse. La gravité, ce n'est pas juste ces planètes. Les gravités, c'est la masse. C'est la société qui exerce une force de gravité sur nos désirs. Fait que, tout à fait. Reviens à ton « je désire ». Super. Hey, merci. Merci. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Merci.